Guillaume Tréchard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors on va vous présenter parce que vous êtes le nouveau grand maître du Grand Orient de France, mais on a une vie avant. Vous avez 47 ans, je crois. Vous êtes passé par Mines Telecom Business School, vous avez un Master 2 de Panthéon-Assas, vous étiez directeur marketing. Pourquoi la franc-maçonnerie ? Alors, pour remonter le temps, il faut revenir à l'âge de mes 23 ans, puisque c'est en 1999 que j'ai choisi de rejoindre cette belle et grande maison qu'est le Grand Orient de France. C'est au terme de réflexion. Je lisais beaucoup de livres achetés d'ailleurs dans les bibliothèques. C'est la preuve qu'il n'y a rien de secret dans la franc-maçonnerie, que j'ai souhaité faire le pas et frapper seul à la porte du temple. Et c'est au lendemain d'une émission de télévision des Racines et des Ailes qui se tournait à Troyes que j'ai choisi de candidater, donc candidature libre, au Grand Orient de France. C'est la preuve que ce genre d'émission peut contribuer à ce que des hommes et des femmes souhaitent nous rejoindre. Une sorte de vocation. Vous avez été aussi secrétaire général adjoint de l'UNSA, qui est un grand syndicat. Entre l'engagement syndical et l'engagement maçon, vous voyez des parentés ? Bien sûr. Le propre du franc-maçon ou de la franc-maçonne au Grand Orient de France, c'est de s'engager à l'extérieur du temple, comme l'on dit, pour tenter d'améliorer la société, l'humanité. Donc évidemment, mon engagement syndical, c'était le prolongement de mon engagement maçonnique, évidemment. Alors on va parler des chantiers que vous allez ouvrir pour le Grand Orient, mais ce week-end vous avez publié une tribune sur Mahsa Amini, tué par la police iranienne il y a 1 an. Vous avez publié ça sur le site du Figaro. Qu'avons-nous oublié de faire par rapport à ces jeunes femmes et ces jeunes gens d'ailleurs qui se révoltent contre le pouvoir ? Qu'avons-nous oublié de faire pour les aider en 1 an ? En 1 an, ce qu'on a oublié de faire, c'est de les aider concrètement, par exemple, en favorisant le droit d'asile. Aujourd'hui, les hommes, les femmes iraniennes qui fuient ce régime théocratique criminel, eh bien, lorsqu'elles effectuent des demandes d'asile en France, c'est très compliqué. Et là, donc, d'une façon très concrète, je crois que les pouvoirs publics ont le devoir d'infléchir leur politique d'asile. D'ailleurs, ça vaut pour tous les réfugiés de ces régimes criminels. On peut parler également des femmes afghanes. Et donc, je crois que très clairement, il faut qu'à tous les niveaux, au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais au niveau du Parlement, nous nous engagions concrètement aux côtés de ces combattants finalement de l'émancipation. J'ai reçu les associations iraniennes au siège du Grand Orient de France samedi matin, parce que je voulais être justement dans le concret. Le concret, c'était d'échanger avec elles pour voir comment on pouvait les accompagner au quotidien. Elles ont besoin de facilité diplomatique, c'est ça ? C'est l'administration qui bloque ? De facilité administrative, je dirais, parce que je crois qu'il y a, on le sait, on en parlera peut-être sur d'autres sujets, le parcours du demandeur de droit d'asile, c'est très difficile. Mais je crois que là, vraiment, il faut être à la hauteur de la tradition française d'accueillir celles et ceux qui fuient des criminels. Et puis, il y a besoin certainement de les accompagner juridiquement pour aller poursuivre au plan pénal les dirigeants de cet État criminel. Les gardiens de la révolution iranienne sont une organisation terroriste et donc il faut qu'à tous les niveaux, au niveau juridique et donc au niveau diplomatique, on ne fasse pas 2 poids 2 mesures. Il ne peut pas y avoir c'est blanc ou noir. Et là, en l'occurrence, il faut que l'État, enfin la France, la République française, soit à la hauteur diplomatique nécessaire. Vous dites qu'il faut combattre les ravages de l'infâme dont parlait Voltaire, qui s'affirme et s'enhardit, non seulement en Iran, mais dans beaucoup d'autres pays. Iran, Afghanistan, on connaît. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vous inquiètent pour cette théocratie rampante ? On pourrait envisager également ce qui se passe au Tibet, très clairement. Je crois que partout... Une autre forme d'oppression. Une autre forme d'oppression. Partout où, finalement, des hommes et des femmes utilisent entre guillemets, la spiritualité pour imposer à des hommes et des femmes des lois qui les rendent au niveau de choses, finalement, qui nient leur personnalité humaine, eh bien, je crois qu'il faut qu'on soit aux côtés de ces hommes et de ces femmes pour mettre un frein à l'expansion de ces régimes. Alors vous souhaitez une inflexion positive de la politique d'asile de la France, ce sont vos mots. On le voit avec l'afflux de migrants à Lampedusa ces derniers jours, que ça pose un problème. Les forces politiques se divisent, l'opinion se divise. Quelle est la position du Grand Orient sur ces migrations-là ? La position du Grand Orient a toujours été la même. Nous sommes attachés à une république universelle, celle que définissait le chevalier de Ramsay.
qui disait le monde est une grande république dont les pays sont des familles et les particuliers sont des enfants. Et donc nous sommes attachés à cette universalité. De quoi parle-t-on? Nous parlons de 7000 hommes et femmes qui arrivent effectivement dans des camps trop petits pour les accueillir. Le rôle de la France, comme le rôle de l'Europe, est d'accueillir ses frères et ses sœurs en humanité. Ce sont des êtres humains, ce sont nos frères et sœurs en humanité. Et donc je crois qu'il faut les accueillir. Ça c'est les mesures d'urgence. Et puis ensuite, il faut regarder au long terme. Et en ce sens, la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, engagera des réflexions, et le fait déjà avec une loge d'études et de recherche qui est dédiée justement à la réflexion sur les migrations et l'aide aux migrants. Mais je crois que nous devons engager une réflexion, et c'est ce que nous ferons l'an prochain, avec les obédiences amies d'Europe, de Méditerranée et d'Afrique, sur le long terme. Pour une action collective, concertée sur le long terme. Pour une action collective, concertée sur le long terme, pour, je l'espère, un appel au gouvernement, parce que je crois que cette situation doit forcément appeler à des mesures responsables. Le long terme, c'est de faire de la coopération pour qu'ils n'aient plus à partir, ces gens-là, qu'ils soient bien dans leur pays. Exactement. Il y a une aspiration, et c'est normal, des hommes et des femmes à vivre mieux, voire même à vivre tout court, parce que on peut parler également, on a parlé des réfugiés politiques, mais on pourrait parler des réfugiés climatiques. Aujourd'hui, le changement climatique pousse des centaines, des milliers d'hommes et de femmes à quitter leur pays, à le fuir, parce qu'ils ne peuvent plus y vivre tout simplement. Et donc, par rapport aux réfugiés climatiques, il faudra également qu'on y apporte des réponses concrètes et cohérentes. Dans l'urgence, vous acceptez que l'Europe, que la France fasse un peu un tri, c'est-à-dire on envoie chez eux ceux qui viennent du Sénégal ou de Guinée parce qu'il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de guerre, et on garde ceux qui viennent d'Afrique de l'Est parce que là, la situation est vraiment intenable. On peut distinguer comme ça? Pas de tri. D'abord, on accueille. On accueille parce que ces hommes, ces femmes qui traversent la Méditerranée et qui risquent leur vie, je rappelle les chiffres, c'est plus de 2000 morts depuis le début de cette année. Sur 10 ans, c'est plus de 20 000 morts selon l'Office de migration internationale. Très clairement, il faut d'abord les accueillir et ensuite regarder avec les États concernés s'ils ont également la stabilité politique pour les accueillir. Parce qu'il y a également des hommes et des femmes qui fuient leur pays, qui est en instabilité politique. Des régimes qui tombent, des coups d'État, des putschs militaires, ça crée de l'incertitude et ça crée surtout de l'insécurité. Et je crois que si on était dans un pays avec des coups de Kalachnikov dans tous les sens, un État en faillite, je ne sais pas quelle attitude on aurait nous-mêmes. Parlons de la France maintenant. Est-ce que vous craignez aussi en France des progrès des offensives obscurantistes, comme vous dites, c'est-à-dire de ceux qui veulent mettre de la théocratie à la place de la loi républicaine? Et je pense bien entendu à l'islamisme politique. Je ne le crains pas, je le constate. Il est là. Il est là, Ouais. il est là, sans arrêt. Je crois qu'il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit chez les obscurantistes religieux, quels qu'ils soient. Ils avancent parfois masqués, ils avancent, hélas, à découvert lorsqu'il y a des attentats. Mais on a pu constater, évidemment, ce qui s'est passé avec l'interdiction de l'abaya dans l'école publique, laïque, républicaine. Eh bien, c'est une tentative, évidemment, des obscurantistes religieux de l'imposer. D'ailleurs, les prédicateurs sur les réseaux sociaux pour les jeunes, TikTok, etc., incitaient les jeunes gens à venir porter, les jeunes femmes à venir avec l'abaya. Donc je crois qu'il faut être très vigilant, et partout où l'obscurantisme religieux progresse, en parallèle, en miroir, on a le progrès de l'obscurantisme politique et des partis d'extrême droite notamment. Alors, justement, est-ce que vous n'êtes pas désolé de voir qu'aujourd'hui, le Rassemblement national se met en défenseur de la laïcité devant la gauche de la NUPES? Le Rassemblement national, comme à son habitude, tord la réalité et tord les règles. Il n'y a pas de problème, par exemple, de port du voile ou de port de signes religieux sur la voie publique. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On est en république laïque. Donc là, par exemple, c'est une torsion, évidemment, du Rassemblement national. Et puis, il y a la laïcité à deux vitesses. C'est-à-dire, évidemment, une laïcité imposée, et donc il s'exprime sur notamment les musulmans, mais on les entend finalement peu sur les obscurantistes religieux catholiques. Les crèches dans les mairies, par exemple. Les crèches dans les mairies, ça ne les dérange pas.
Nous, ça nous dérange fortement. Mais néanmoins, on attendait la gauche au premier plan du combat contre l'islamisme politique, contre l'abaya, et on a vu un de vos anciens frères, Jean-Luc Mélenchon, dire « Mais non, il faut le laisser, ces abayas, c'est très bien ». Là encore, malheureusement, des hommes, des femmes, et notamment souvent les politiques, évoluent au fil du temps et changent d'opinion. L'école de la République est un sanctuaire. Jean Zay le disait très bien. Jean Zay disait « Il faut garder à l'abri des querelles des adultes les enfants ». C'est ça l'école de la République. C'est ce lieu, ce sanctuaire qui protège, qui est calme, qui est apaisé, pour qu'il y ait justement la transmission apaisée des savoirs. Et Mélenchon a oublié cela. Je crois qu'il faudrait qu'il relise les livres d'histoire. Notre responsabilité historique, disiez-vous au jour de votre élection, c'est celle de contribuer à réparer notre République. Que voulez-vous dire par réparer ? Si vous faites un constat rapide de cette République que nous chérissons, la République indivisible, laïque, démocratique et sociale, si vous prenez les différents sujets, l'indivisibilité, on vient d'en parler, la laïcité, il y a le séparatisme, il y a ce sentiment que finalement, en fonction du lieu où vous habitez, vous pouvez être un citoyen de seconde zone. Le social, c'est pareil, c'est en panne. Et le social, c'est en panne. Moi, j'ai voulu que cette année, au Grand Orient de France, nous abordions le sujet de la dignité humaine. Parce que quand vous avez en France 2 millions de travailleurs pauvres, dont certains dorment dans leur véhicule sur les sites industriels, quand vous avez 10 millions de Françaises et Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, on a effectivement une République sociale en panne. Alors votre but politique est clair, pour que l'extrême droite n'accède plus jamais au pouvoir, dites-vous. Et c'est mal parti quand on voit un peu les sondages et Marine Le Pen qui progresse. Les francs-maçons et les francs-maçonnes sont des optimistes. Ils travaillent calmement dans leur loge pour faire des propositions, élaborer des idées. J'aime à dire que le Grand Orient de France est le plus vieux laboratoire d'idées de la République. Donc nous allons investir le débat public avec nos idées, nos propositions. Nous le faisions déjà avec les questions à l'étude des loges chaque année qui donnent lieu à un ouvrage. Et nous allons évidemment continuer à le faire. Eh bien, Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient, merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci.